Mes chers amis, bonjour. Je suis ravie, je me frotte les mains. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce que cet épisode, il est un peu particulier. C'est quelqu'un que j'ai déjà invité sur le podcast, que j'avais envie d'avoir depuis très longtemps, une deuxième fois. On s'était promis une V2. Or, notre premier épisode ensemble, c'était un épisode qui remonte à 2020. Donc autant vous dire que la patience est mère de toutes les vertus. Mais quand on aime, on ne compte pas. Je me suis accrochée et on l'a fait. Et cette personne, c'est tout simplement Grégoire Gibaud, alias Major Mouvement, que vous connaissez certainement. Le kiné le plus famous du web. Une personnalité, vraiment en or. Un homme qui est bien, tout simplement. Et ce que j'ai voulu faire dans cet épisode, c'est pas juste parler de kiné, c'est pas juste parler, de sport et cetera. Ça, en fait, il en parle très bien sur ses réseaux sociaux. Mais par contre, je trouve qu'on ne donne pas assez la place à Grégoire, à l'homme derrière Major Mouvement. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de creuser aujourd'hui avec lui, essayer de comprendre ses cheminements de pensée, ses moments de doute, ses moments d'échec aussi dont on a parlé. Et on est revenu sur les dernières années, ce qu'il avait vécu, à la fois ses succès et aussi ses moments de grand doute, même de quasi burn-out, sa séparation. Je remercie Grégoire parce que je trouve qu'il s'est énormément livré et c'est pas facile. Donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour lui dire si cet épisode vous a touché. Moi personnellement, il m'a fait un bien fou. Il m'a fait donner envie de mordre le monde. Il m'a donné envie de retrouver mon équilibre. Bref, je vous invite à écouter cet épisode jusqu'au bout. Il est peut-être un petit peu plus long que d'habitude, mais il en vaut la peine. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à cet épisode avec Grégoire Gibaud. Greg, Pauline, je suis trop moi contente. aussi. Mais tu sais que cet épisode, on l'aura pas volé. Non, ça celui-là, on sera venu se le chercher quand Ouais, même. tu seras venu, mais j'ai fait des efforts Oui, aussi, je non, crois bah, qu'on peut pour se le dire. l'accueil, le thé est délicieux, la Bah lumière voilà. est sympathique. Bon, ça fait un moment maintenant qu'on ne s'est pas parlé sur le podcast Ouais, et je crois qu'on a pas mal de choses à se dire. ouais, J'avais adoré la première fois que tu étais passé et d'ailleurs, petit aparté pour ceux qui nous écoutent, allez écouter le premier épisode où je trouve que tu t'étais vachement livré sur Grégoire et pas Major Mouvement et ça, c'est assez rare et je te remercie. Donc j'aimerais bien continuer dans cette lignée et en fait qu'on fasse, si tu veux, en gros un petit retour en arrière sur, bah, qu'est-ce qui s'est passé globalement entre le dernier podcast et maintenant, que tu me parles un peu de ton évolution. ouais. Tu m'avais partagé beaucoup de choses très personnelles et je sais, tu m'as dit que tu avais évolué dans ta manière de penser. Tu sais que ce podcast, il a à cœur justement de mettre en avant des cheminements personnels et des réflexions et donc je trouve ça très intéressant. Alors Cool. qu'est-ce qui a changé, depuis le dernier podcast ensemble? Ah, tout. Qui est sorti de mémoire en 2020, donc ça date, 2020, hein. tout. Je crois qu'il y a eu la fin d'un cycle et le début d'un nouveau, heu, quasiment sur un vrai renouvellement. Qu'est-ce que j'ai gardé? Je pense que j'ai gardé mes valeurs. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que je me lève? J'ai gardé mes passions. J'ai perdu certaines choses, j'ai perdu une part de naïveté, j'ai appris plein de choses sur comment on fait tourner une entreprise, ce que je ne savais pas du tout. Bienvenue dans Bien le club. ouah, aïe, 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 ça c'est Ouh! ça c'est Ouais, ouais, complexe. ouais, c'est Traiter une épaule, ça peut paraître compliqué, mais quand tu sais faire, tu sais faire et globalement après tu peux reproduire les mêmes schémas. Une entreprise en fait, c'est des sables mouvants, ça change tout le temps. je à qui le dis-tu? Donc ouais, j'ai appris beaucoup d'erreurs, où tu te dis: «OK, ça j'en ai plus envie, ça j'en ai pas envie». J'ai appris aussi que le modèle dans lequel je pensais m'inscrire au départ, peut-être OK, je veux faire passer mon message, de dire aux gens de bouger et pour ça, il va falloir que je tape fort, que je tape longtemps et que je dépense beaucoup d'énergie. J'étais parti un peu avec l'énergie d'un sprint, tout en sachant que j'allais courir un marathon et je crois que là, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre le podcast, je viens de sortir du mur. Chose assez Mmh. marrante, Pauline. J'aime bien la métaphore. Exactement. C'est qu'on a enregistré ce podcast il y a 10 jours, toi et moi, Ouais. et il y a 10 jours, j'étais sur la fin du mur, On en fait, on a foiré un on a podcast il y a foiré. 10 jours. Tous les 2 des 2 côtés. Tout à C'est-à-dire que, fait. moi j'étais Posé dans le dur, je crois que j'ai sorti qu'un épisode de un peu de bad mood ouais et puis moi, j'étais à distance, je le et sentais ouais pas, ça allait pas. et on s'est dit: «Viens, on recommence la course» Mmh. et là je suis sorti, alors les murs en fait souvent on aime bien se dire qu'il y a un côté on y rentre, il y a un côté on y sort. Moi je pense que c'est plutôt, parfois, on a des évolutions qui nous font, faire avancer de 10 pas, 2 pas en arrière, 10 pas en avant et ainsi de suite et là, je suis clairement dans la période où OK,
J'ai fini la fin d'un cycle. De temps en temps, j'ai des petits retours en arrière, mais ça va bien mieux. Mmh. Et c'est tout ça que j'ai envie de te raconter aujourd'hui. Pour reprendre les choses, 2020, j'arrive avec plein de naïveté, plein d'envie de me dire: «OK, j'ai envie que la France bouge, j'ai envie que les Français bougent», parce que j'ai toute la littérature scientifique qui me dit: globalement, pour le mal de dos, faut bouger, pour diminuer les cancers, faut bouger, pour diminuer la neurodégénérescence, faut bouger. OK, bougeons. Un des freins au fait de bouger, c'est la douleur, et que quand les gens ont mal, bah, du coup, ils savent pas trop quoi faire. OK, bah, j'ai des outils pour ça et j'y vais. Et même ce que tu expliques souvent, c'est qu'on a plutôt tendance à rester statique quand on a mal parce qu'on se dit: «Il faut rester allongé dans son lit». Exactement. Mmh. Et de manière générale, sans aller jusque-là, OK, j'ai mal au genou, je suis allé voir mon médecin, on m'a dit que, bah, quand on avait mal au genou, fallait arrêter de courir. Là où moi je dis: «Non, en fait, quand on a mal au genou, on adapte la course à pied. Mmh. On adapte la natation, on adapte le crossfit, on adapte le mouvement, en fait. Mon job, c'est d'adapter». OK. Il s'avère que j'ai cette passion dans la vidéo et du coup, bah, go sur les réseaux sociaux et ça marche bien et ça marche fort. Mais dans une certaine mesure, je suis tellement passionné par mon message que je fais le choix de ne pas trop me poser la question de qu'est-ce que ça implique, de comment est-ce qu'on pourrait détourner mon message, de comment est-ce qu'on pourrait déformer mon message, de comment est-ce qu'on pourrait utiliser mon image. Vraiment en mode, j'ai tellement de bonne volonté que de toute façon, ma bonne volonté est tellement puissante qu'elle va écraser potentiellement des mauvaises volontés. Oui, tu veux dire que tu y vas de manière hyper spontanée sans trop te Ouais, poser de questions, juste parce que tu as cette vocation, parce que mais c'est comme ça que je suis en fait. mmh. Je me pose pas trop de questions. Parce qu'à partir du moment où tu commences à te poser des questions, tu vas trouver des réponses qui vont te freiner. Mais tu vois, je vais te dire un truc, je pense que c'est aussi pour ça que tu as réussi, parce que tu t'es pas trop posé de Parce qu'il est questions. un peu débile le mec. Non, Non mais mais il y a un non, peu de mais tu ça as parce fait que je me des suis ouais. exactement. Et en vrai, comme je me suis pas trop posé après quand je dis un peu débile, c'est, tu vois, avec beaucoup de ouais, beaucoup de lucidité aussi. Ça m'arrange parfois de pas avoir toutes ces choses-là, de me mentir à moi-même et de dire: «Bah, allez viens, on y va et puis on voit». OK, et je me lance et ça marche et 2020, je crois qu'à ce moment-là, toi et moi, quand on enregistre, on est en plein covid, il me semble, non? Ouais, Et exactement. j'ai pas encore sorti mon premier bouquin. Non. Il y a eu un effet boule de neige, honnêtement stratosphérique, qui se passe quand je sors mon premier livre. Pour remettre les choses dans le contexte, mes valeurs, mes convictions du mouvement, d'adaptation, de casser des idées reçues sur la santé, sur la mauvaise posture, machin, 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 ça me brûle tellement que je commence à écrire mon livre avant même d'avoir un contrat avec une maison d'édition. D'ailleurs, à ce moment-là, mon agent, il me dit: «Non mais attends, Greg, on peut pas arriver derrière avec une maison d'édition en vous disant: "Les gars, on a déjà un Il est bouquin qui est prêt! tout fini, qui est-ce qui veut le publier?"» Il me dit: «Non, il y a quand même des phases de négo et tout» et je dis: «Mec, moi j'ai envie de l'écrire, j'ai envie de l'écrire». C'est le côté fonceur qui ressort. Exactement. Bon, je me suis rendu compte qu'entre une envie d'écrire un bouquin et finaliser un bouquin, il y a quand même quelques étapes entre-temps. Mais au moins, j'avais commencé un peu à écrire mon chapitrage et ça résumait un peu, OK, les 10 conseils que je donne à mes patients en permanence. Je commence à écrire ça, on est en août 2019. Ah ouais. Le Covid n'existe même pas. Le truc tombe, au moment où toi et moi on enregistre le podcast, je suis vraiment pleine bourre, en mode, OK, mon cabinet est fermé, Bah oui. j'ai full time pour m'occuper de ma jambe mouvement. Je commence à avoir une présence sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je devais peut-être avoir 150 000, 200 000 sur Instagram, 50 000 sur YouTube. Et quelle est la problématique principale des gens? Ils sont chez eux, ils veulent bouger, ou alors ils ont commencé à suivre des programmes en ligne et ils se sont développés des douleurs. Donc les gens viennent là-dessus. En parallèle de ça, il y a un flux tendu de la part des soignants Mmh. qui en ont plein le cul, pour qui c'est très dur, qui ont envie de gueuler. Et moi, j'installe mon hashtag parole aux soignants. En gros, vous avez un canal fait par un soignant où vous pouvez dire tout ce qui ne va pas. Donc en fait, je suis à la fois à ce moment-là à un carrefour de on va donner aux gens pour soigner leur douleur et on va donner la parole aux soignants. Je travaille beaucoup, c'est hyper cool et vraiment je me pose pas une seule question de comment on modélise tout ça et tout. C'est mon agent Goulven qui gère tout ça. Là, il n'est même pas de question de pognon, il est vraiment juste une question de on est en crise, il faut répondre à la crise et on envoie. Fait assez parallèle, mon frère, pour toute autre chose, en ce moment, se bat pour les masques. Donc, pour information, Guillaume Gibault, le président du slip français, à ce moment-là, voit les usines et les commandes de slip d'un côté, mais surtout de se dire en fait, on doit produire du masque, on n'en a pas. Comment est-ce qu'on fait pour cohorter, je ne sais pas si c'est le mot, tout le savoir-faire pour créer du masque made in France. Mmh. Donc c'est drôle parce qu'à ce moment-là, chacun de notre manière, on voit une problématique et tous les deux, on se met en mode, OK, casque à pointe,
et on répond à une problématique. J'écris mon bouquin et mon bouquin sort entre le confinement numéro 1, confinement numéro 2. Je fais partie assez paradoxalement de ces gens-là pour qui le Covid a été un accélérateur de business. Bien malgré moi, je suis soignant, je ne peux pas souhaiter aux gens d'être malades, je ne peux pas souhaiter une pandémie globale. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, au moment où le truc est arrivé, moi, il y avait déjà le travail que je menais depuis 2 ans qui était en place. Tu sais ce qui fait rebondir sur cette phrase parfois que les gens disent: «Tu as de la chance». Bah oui, de toute évidence. Mais en fait, le truc, c'est que j'avais bossé pour que un jour, où la répétition de mon travail, OK, fonctionne. Et c'est ce qui s'est passé. Ce qui fait que, imagine-toi, entre confinement numéro 1, confinement numéro 2, il y avait une explosion des troubles de TMS liés au télétravail. Spoiler alerte, les TMS liés au télétravail, c'est la surface de l'iceberg, hein. La vraie problématique beaucoup plus en profondeur, c'est que quand on est en télétravail de manière répétée dans une pandémie mondiale, avec un job avec des problèmes de management, on est fortement exposé à des facteurs de risque qui peuvent déclencher des douleurs. La sédentarité, le stress et la restriction de sommeil. La sédentarité, c'est sûr que quand la seule chose que vous fassiez dans votre journée, c'est sortir de votre chambre pour aller dans votre salle de bain, aller dans votre cuisine, vous installer au bureau, vous faites 70 pas par jour, votre corps, il a besoin de Mmh. beaucoup plus. Le stress, parce que on était tous à un moment donné dans des situations de management économique qui étaient complexes. Et de sommeil, parce qu'en fait, comme votre corps il est stressé et qu'il bouge pas, il dort pas bien. Et en effet, la surface de l'iceberg, c'est ah tiens, j'ai un peu mal à l'épaule. C'est peut-être parce que j'ai pas une bonne souris ergonomique. Ah, ah, ah. Donc mon livre il sort, et autant te dire qu'à ce moment-là, un petit kiné qui écrit un livre un peu fun sur comment bouger à la maison, tout le monde a envie de m'inviter. Donc toi, tu as été une des premières à m'inviter avant même Ouais, qu'on me ouais. demande. J'ai fait tous les plateaux télé. Mmh. Moi, je me rappelle. C'était oufissime. Mmh. Et à ce moment-là, je suis tellement en mode exécutif que, tu sais, avant tout, je reste soignant, malgré parfois ce que les gens peuvent avoir l'impression, parce que les gens ne me voient pas au cabinet, ils ne me voient pas avec des patients, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le secret médical. Et donc forcément, je peux pas filmer mes séances, quoi. Alors que quand je fais une vidéo, sur Instagram, sur YouTube, bref, les gens ont l'impression que c'est ma vie, ça ne l'est pas. En tant que soignant, je pense qu'on est éduqué à se dire: en période de crise, on est capable d'agir vite, on est capable d'agir fort, on est capable de prendre des décisions que d'autres ne sont pas forcément capables de prendre, parce qu'en fait, il y a des situations d'urgence. Toute proportion gardée, je ne suis que kiné, je suis pas neurochirurgien. Donc mes décisions à moi, l'impact, il est quand même beaucoup plus léger. Mais soit dit en passant, tu vois, je pense que j'ai cette logique de, en fait, il y a une urgence, je réponds vite, et mon cerveau, il fait des choix qui s'avèrent la plupart du temps pas trop déconnants. Je fais des erreurs et je vais vous raconter comment j'en ai fait plein derrière. Mais globalement, j'avance, et à ce moment-là, sur la période de promo du livre, ma vie se maintient pas trop mal en équilibre. Mais tu C'est es dans un espèce de tunnel de travail complètement ouais. dingue. Tu C'est-à-dire que à ce moment-là, je bosse encore 4 jours par semaine au CAB, mmh. 2 jours par mois, je donne des formations à des kinés. Je viens d'avoir donc 2019, Isaac, il a 1 an et demi. Ma fille a 4 ans. J'ai le crédit de la maison, j'ai, le crédit sur la voiture. Tu Heu, habites pas à Paris, tu dois te J'habite pas à Paris, déplacer. je me déplace en Mmh. permanence. Je prends trop l'avion, mais j'ai pas encore de conscience écologique à ce moment-là qui me limite sur l'avion, que j'ai développé un peu plus tard. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai la télé qui me sollicite énormément, j'ai mes réseaux, et à ce moment-là, je monte Mmh. l'intégralité d'Instagram, et je continue à monter une partie de mes vidéos YouTube. Donc vraiment, plus les conférences en entreprise. Et globalement, à ce moment-là, si tu me demandes comment ça va, ça va. Je pense que je suis à ce moment-là, à 10 kilomètres de mon marathon, en me disant: «Putain, en fait, les 10 bornes, franchement, si toute la course c'est comme ça, c'est finger in nose». Bien sûr, faut accélérer un peu, faut jouer des coudes, mais globalement, je gère. OK. Donc le mec a pas encore le recul total. Et peut-être pas plus mal, parce que si Bah, j'avais ouais, ouais. su à ce moment-là que j'avais encore un Ah bah, marathon à me clairement, taper, j'aurais clairement. commencé à lever le pied. Tu sais, ignorance is bliss quoi, comme ils disent. Exactement, exactement. Au moment où je finis mon premier bouquin, je dis à mon éditrice: «Ça y est, c'est fait, j'ai dit tout ce que j'avais à dire dans mon bouquin. Vous pouvez me dire au revoir, je ne rééditerai pas de nouveaux livres». Coup de bol, sur tous mes passages télé, j'ai tapé un peu dans l'œil de certains producteurs qui disent: «Bah, tiens, c'est intéressant un profil comme ça, il est soignant, mais il arrive à aligner, des mots qui sont compréhensibles pour le grand public, il a l'air d'être un peu rigolo». OK, donc je fais l'émission avec Michel Simès, Antidote, j'ai adoré. Tu sais, parfois,
On peut dire beaucoup de choses sur Michel. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir comme un mentor de la télé. À la fois une grande gentillesse, une très grande intelligence. Tu sais, il n'était pas obligé d'être sympa avec nous. Il a 30 ans de carrière de télé, il pourrait très bien nous considérer juste comme un énième projet. Lors du tournage de la première émission, il nous regarde avec Fabien Olicard. Il y avait Cécile Djounga et Farah Kersey. Michel, il nous regarde et il nous dit: «Les gars, vous jouez pas votre vie. On est juste là pour se marrer. Bonne émission à tous». Mmh. Moi, c'était un rêve de gosse, un jour, d'être aux côtés de Michel Simès. Je m'étais dit: «Si un jour j'arrive à hisser», je crois que je te l'avais dit dans ton épisode, «si jamais j'arrive à hisser la kiné à la télé, à côté de Michel Simès, j'aurais réussi mon job». Parce que mon métier me passionne, il a plein de choses à apprendre, certes sur la douleur, mais globalement sur beaucoup de facteurs de vie, le stress, la fatigue, l'anxiété, les douleurs chroniques, la volonté de reprendre du sport, la perte de poids. Bref, on peut jouer sur plein de trucs et on a plein de trucs à raconter qui fondamentalement peuvent rendre les gens heureux ou Bien malheureux. sûr. Et puis je me rappelle aussi que tu avais, une grande, affection pour Fabien Olicard que tu connaissais peu à l'époque Mmh, et d'ailleurs, que je ne t'ai pas présenté, ouais. mais en tout cas on avait Si tu nous avais mis en contact. mais, tout ça pour dire que j'imagine que tu avais cette double pression de tu es avec des gens que tu admires globalement, tu es à la Ouais, télé publique sur le sujet qui te tient le plus à cœur, quoi. ouais, exactement et en fait, Fabien, tu nous avais mis en contact et on avait échangé, il connaissait mon contenu et finalement très vite ça a matché, Ça m'étonne pas. parce qu'il est hyper facile d'accès. Il a une capacité, Fabien, très grande intelligence, à se mettre au niveau de son interlocuteur sans se perdre. Tu sais, il y a des gens qui s'adaptent en permanence, mais tu sais jamais qui ils sont vraiment. Ouais, ouais. Fabien, il reste qui il est, juste il s'adapte. Incroyable et donc je suis autour de cette table-là. J'ai toujours été fasciné par l'univers audiovisuel. Je vois les caméras, je vois les lumières, je vois les preneurs de son et vraiment j'ai l'impression d'être au musée, découvrir ça. Alors je dis pas au musée par rapport au fait que Michel soit un peu ancien, bien évidemment. Mais là, c'est génial. Mmh. C'est génial, on me demande d'être moi-même, je suis avec des gens que j'admire, qui me donnent la parole et vraiment j'apprends énormément et c'est trop, trop bien. On tourne 10 épisodes, malheureusement les audiences sont pas au rendez-vous et on poursuit pas, mais moi j'ai adoré ça. Et pour en revenir à Michel, je souhaite à tout le monde, un jour, d'avoir la chance d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui vous dise: «Tu as le droit de te planter. Je suis là, je vais la rattraper ta boulette» et Michel, il a rattrapé des boulettes un nombre incalculable de fois que j'ai pu faire. Parfois, il m'a poussé dans mes retranchements et parfois lui-même, il s'est planté et je dis pas que je l'ai rattrapé, mais la prod, la réal l'a rattrapé et tu te rends compte, OK, en fait, plus tu gagnes de l'expérience, ça ne t'empêche pas de rester sympa avec les nouveaux. Plus tu gagnes de l'expérience, plus tu vas diminuer la probabilité de faire des conneries, mais tu vas quand même en faire et tu fais en sorte que les conneries que tu fasses, elles sont de moins en moins grosses. J'ai eu la chance d'avoir une très bonne expérience télévisuelle. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde. Et bah, moi, la prod était trop bien, les réals étaient trop bien, mes collègues étaient trop bien, toutes les équipes étaient trop bien et tu sors de là en disant: «Cool». Ce que j'avais pas compris à ce moment-là et ça, j'ai mis du temps à le comprendre, c'est que toute la période casque à pointe que je mets, les œillères et où tu bosses, j'avais quand même un truc dans le viseur qui était ça: faire un plateau télé à côté de Michel Simès, qui était mon objectif que j'osais pas avouer à qui que ce soit. Il y a un truc qu'on te dit pas, je trouve, c'est qu'est-ce qui se passe quand tu atteins tes objectifs? Et alors qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, tu deviens triste. Tu avais plus de driver? Ouais et je comprenais pas que j'avais plus de driver. En fait, ce qu'il y a d'assez bizarre, c'est que tu es tellement dans l'exécutif pour atteindre tes objectifs que tu éludes volontairement plein de choses et t'avances et t'avances et t'avances en étant persuadé que tu serais heureux le jour où tu atteins ta ligne d'arrivée et Mmh. franchement, la métaphore, c'est exactement ça. Pour quiconque a déjà fait une course, qu'elle soit de 5, de 40, de 100, tu as une euphorie incroyable au moment où tu franchis la course et 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 3 jours après, tu as le contre-coup. Aujourd'hui, mes connaissances en sport et en sciences de l'entraînement m'ont permis de comprendre que c'est purement hormonal. En fait, comme beaucoup de choses dans la vie, c'est une question d'équilibre. Et le shoot d'endorphine, Mmh. de sérotonine, d'ocytocine que tu prends au moment où tu atteins tes objectifs, bah derrière, ce shoot, il n'est pas permanent et il s'arrête. Et tes récepteurs, bah, ils se demandent: «Waouh, moi j'ai aimé mon shoot, il est où?» Mais c'est de la drogue en fait, hein. Mmh. Mais alors le secret, c'est quoi? C'est qu'il faut avoir en permanence de nouveaux objectifs? Alors ça, Ou au Pauline, fast contraire forward, ça, il m'a fallu 3 ans derrière pour le comprendre. Parce que pour l'instant, je ne le comprends pas. Et on a beau te le dire, et c'est pour ça que je vais pas spoiler les gens, on a beau te le dire, tu n'es pas capable de le comprendre. Parce qu'en fait, tu as fait tellement de sacrifices, tu as tellement travaillé, tu as une routine qui est tellement fixe pour atteindre tes objectifs que tu n'as pas la possibilité d'envisager qu'il y ait une voie de sortie.
Alors qu'est-ce qui se passe? Tu te dis: «Bah, moi j'ai eu une drogue, ça m'a amené mon plaisir, je vais aller vers ça. OK, qu'est-ce qui me fait plaisir? Réalisation d'un objectif complexe». Et là, Fabien Olicard me dit: «Tu sais Greg, moi j'écris un livre par an. Et là, tu sais ce qui marche encore mieux pour continuer à parler d'un livre? D'en écrire un deuxième. Je pense que tu devrais en écrire un deuxième. Ah, je savais pas que ça venait de ça. C'est le plus beau cadeau qu'il ait pu me Ouais. faire». Et là, je lui dis: «Ah non, franchement Fabien, je suis crevé, je sors de promo, je suis fatigué, j'ai envie de me poser. J'ai envie de retrouver mon équilibre». Ça, si on me demandait, tu me l'avais posé, je crois, la question, mais Greg, tu le sais, j'étais hyper gêné par rapport à ce que tu me disais. Moi, tu sais, je te disais: «Non, mais moi, Pauline, ce que je veux, c'est trouver mon équilibre». J'avais pas la moindre idée de ce que ça voulait dire, trouver Bah, mon personne équilibre. ne sait vraiment ce que Personne c'est ne sait ce d'ailleurs. que c'est. Maintenant, je sais. OK. Spoiler, Tu ça vient à la fin, m'expliqueras, bien ouais, sûr. ouais, j'ai hâte. Donc Fabien me dit ça et je me dis: «OK, cool, va réécrire un livre». Je te jure, à partir du moment où il a réouvert cette porte, en l'espace de 15 jours, alors que 3 mois plus tôt, à mon éditrice, je lui disais: Jamais «J de la vie, jamais quoi. de la vie, j'ai plus rien à dire», en l'espace de 3 semaines, mon livre, je l'avais en tête. Je me suis rendu compte de quoi? Qu'à cause du covid, il y avait une vraie difficulté d'accès aux soins pour des pathologies simples. Pour faire très simple, il y avait un tiers des soignants qui étaient en burn-out, qui pouvaient plus travailler. Les conditions d'accès aux soins étaient compliquées et forcément, bah, les priorités de soins font qu'on va traiter les cas complexes, qui sont longs, qui prennent du temps à traiter. Autant te dire que ta petite tendinite d'épaule que tu avais, on n'a pas le temps en fait. Mmh. Et du coup, même pour des problématiques simples, bah, tu vas avoir 6 semaines, 8 semaines, 3 mois de délai pour consulter et en fait, en santé, globalement, si une problématique est simple dès le départ, elle a 2 évolutions possibles. Soit elle a une évolution naturelle et spontanée, ce qui se passe la plupart des cas, soit elle va se complexifier. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte. Le cerveau, ce qu'on appelle les facteurs psychosociaux, en gros, pour faire très simple. OK, j'ai mal au dos, j'ai vu mon père avoir mal au dos et qui ne pouvait pas jouer avec moi. J'ai eu, ma cousine Fabienne qui s'est fait opérer du dos et là, je pense que ma douleur est tellement importante que je suis probablement dans le cas où je dois me faire opérer et probablement que je pourrais plus être comme mon père et là, le cerveau, je serais comme mon père, je pourrais plus jouer avec mes gamins et là, le cerveau, il sait faire ce qu'il sait faire de mieux, à savoir générer de la peur, générer de l'anxiété et ainsi de suite. Or, si jamais très tôt, tu vas voir un professionnel de santé qui dit: «Bon écoutez monsieur, vous pouvez vous pencher en arrière, oui, ça couine un peu. Vous pouvez vous pencher en avant, mais globalement, en faisant ça et ça vous améliore. Je pense que vous avez juste un mal de dos aigu qui, globalement, va s'améliorer sous 2 à 3 semaines. Et ne vous inquiétez pas, l'intensité de la douleur n'a rien à voir avec les dégâts». Mais ce que tu es en train de dire, pour que je comprenne, c'est que le facteur psychologique va influer sur la douleur et même sur, donc la condition du dos? Aujourd'hui, la douleur, elle passe par 3 filtres. Ton corps, il a dans ses tendons, ses muscles, sa peau, des récepteurs à la douleur. Ce qui fait que quand tu te cognes, il va dire: «Tiens là mec, t'as cogné un peu fort, c'est mieux de pas le faire parce que sinon tu vas générer des dégâts dans ton coude». OK, il va l'envoyer au travers ton nerf sciatique, nerf du membre supérieur, ainsi de suite. Donc ton nerf, il transporte l'information et ça arrive au cerveau et c'est le cerveau qui interprète. Quand tu prends une orange, tu as tes capteurs de goût au niveau de la langue qui passent par le nerf, mais c'est ton cerveau qui dit: «Tiens, ça c'est de l'orange». Les fameux trompe-l'œil en dessert, ça fait un bug de ton cerveau. Mmh. Parce qu'il pense manger, je dis n'importe quoi, un citron, oh, c'était de la pistache. Quand tu vas prendre, j'en sais rien, une bouteille opaque et tu penses que c'est du lait et en fait c'était du jus d'orange et tu la bois direct, ton cerveau il lui fait du temps. Mmh. Donc en fait ces 3 voies, elles se combinent en permanence. Aujourd'hui, tu peux avoir un message très important au niveau de tes capteurs, de tes muscles, de tes disques, de ton dos, qui vont t'envoyer au niveau du cerveau, mais ça va passer par un filtre au niveau de ton cerveau. Et en fonction de ton vécu, de ton histoire, de tes idées reçues, ce filtre, il va décider d'accorder ou non de l'importance à la douleur. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que toutes les douleurs sont véhiculées par le cerveau. J'ai dit toutes les douleurs sont traitées par le cerveau. Mmh. Pour faire très simple, tu te fais cartonner par une bagnole, ça fait mal. On est bien d'accord. Ton cerveau, derrière, va pas associer la même histoire si tu te fais cartonner par une bagnole et à ce moment-là, tu avais ton gosse dans les bras, même si ton gosse a rien, c'est pas le même traumatisme que si à ce moment-là, tu avais une doudoune et que tu avais la possibilité directement d'avoir ton rendez-vous chez le médecin parce que tu allais le voir pour une angine. C'est Mmh. pas la même histoire. Et donc, en fait, en fonction d'une infinité de facteurs, ton cerveau ne va pas manifester la même douleur. D'accord. Donc ça, on se dit: «OK, cool, Greg, je comprends la théorie, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire?» C'est une question de régulation. Je vous ai évoqué au départ cette notion de facteur de risque. En fait, quand on ne bouge pas, on n'a pas de régulation hormonale de ces filtres de traitement de la douleur.
Quand on ne dort pas, on a une mauvaise régulation de ces filtres de la douleur. Quand on est stressé, on a une dérégulation de ces filtres de la douleur. Donc en effet, bouger régulièrement va faire qu'on va sécréter des hormones, du bien-être, qui va faire qu'à douleur égale, notre cerveau il va beaucoup mieux les traiter. Quand on est stressé de manière régulière, en fait, vous imaginez comme une sorte de plaie, et le stress va agir comme du citron sur une plaie. Mmh. Est-ce qu'on va dire: «Ah, t'es stressé, arrête»? C'est plus complexe que ça, c'est chimique. OK, comment est-ce qu'on fait pour réguler le stress? Une fois de plus, grâce aux bénéfices de l'activité physique, grâce à un bon sommeil, grâce à, quand c'est nécessaire, une consultation avec un psychologue, un psychiatre et ainsi de suite, grâce à la méditation, grâce à la gratitude. Au moment où on enregistra ça, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai lancé mon podcast il y a une semaine. Mon podcast, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. C'est un mélange, je dirais, peut-être de dev perso, si on veut le prendre dans des grandes lignes, je suis OK qu'on me le mette cette étiquette, mais basé sur des études scientifiques. Et quand je dis basé sur des études scientifiques, je parle pas sur une étude un peu biaisée, publiée dans un journal de merde. Non, je parle vraiment sur des consensus scientifiques où la méditation, c'est pas Grégoire Gibault qui l'invente. On a 30 000 études qui sont faites là-dessus. Les bénéfices de l'activité physique, c'est pas moi qui l'invente. Maintenant, en fait, ce que j'ai compris, c'est ce que je fais dans le podcast sur des épisodes courts. J'en profite, je mets ma petite pub. Mais vas-y, qui D'ailleurs, s'appelle Aligné, on Aligné, l'a pas dit. qui est, alors, hyper content. Au moment où on enregistre, numéro 1 des podcasts. J'ai vu. Je te Spotify, Apple France. écoute, un grand bravo. Alors, et Je suis pas étonnée, mais un grand bravo. je suis très étonné et je vais expliquer aux gens. C'est très dur ce que je vais dire, vous le gardez pour vous, mais ce sera à mettre dans le contexte de la fin de l'épisode. Je suis content et en même temps, j'en ai pas grand-chose à cirer. Et du coup, ce deuxième livre, il fait ça. OK, j'ai un objectif qui est très clair, j'ai un problème national majeur, j'y vais, je fonce. Tu as pas vraiment eu le temps de te poser, que Non, tu sors de ta période, où tu viens de sortir enfin, en fait, en gros, tu viens de franchir la ligne d'arrivée comme on le disait quoi, ouais, avec Michel Simès et ouais, en gros, tu te réengages direct je quoi? m'engage direct. Avec réseaux sociaux, La compagnie, totale. OK. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je suis dans une telle logique que j'ai depuis 3 ans, qui a été accélérée par le Covid, de: «Mec, tu as une sorte de mission qui t'habite». Probablement une trop grande sensation de responsabilité qui crée un énorme paradoxe chez moi, ça va parler à beaucoup de gens, de syndrome de l'imposteur. À la fois un énorme paradoxe que j'ai mis du temps à comprendre, une forme de dualité de: j'ai une responsabilité qui me semble immense et en même temps, qui suis-je? Mais Mmh. vraiment, enfin mec, tu es qu'un kiné comme un autre, c'est pas parce que tu as mis des bretelles et que tu as fait 3 vidéos YouTube que, c'est toi qui vas sauver le mal de dos en France. Prends la grosse tête à un moment, tu penses? C'est difficile à dire parce que je pense que j'ai des garde-fous. Mon ex-femme, mon agent, mon frère. Est-ce que j'ai le droit d'être fier de mon travail? Mmh. Est-ce que j'ai le droit d'être, à un moment donné, fier d'être numéro 1 des ventes? Là, c'est très compliqué parce que d'un côté, à ce moment-là, de manière assez drôle, il y a une émergence du body positive. Rien à voir, mais vous allez voir qu'il y a un petit lien que je trouve intéressant et je n'ai pas la réponse, je pose juste les questions. Le body positive, c'est un côté accepte-toi et aime-toi. OK, génial. Mais imagine aujourd'hui, apprendre, je sais pas, je les connais pas, mais j'ai des références de vieux. Cindy Crawford. On a commencé cette émission en disant coolos donc Voilà, exactement, des voilà. références de vieux, on en a plein. On en a plein. Cindy Crawford, si elle dit aux gens: «Moi, je m'aime et moi, je me trouve belle», on va dire: «Oh Cindy, s'il te plaît, redescends un peu le melon, ça va quand même?» Tu peux. Ou tu peux. Mais à l'inverse, quelqu'un qui ne rentre pas dans les standards de beauté, Mmh. mais qui dit: «Je m'accepte et je m'aime», qu'est-ce qu'on va lui dire? «Waouh, putain, génial! C'est super que tu t'aimes, parce que franchement, vu ta gueule, c'était mal parti». Tu vois, il y a un énorme paradoxe Ouais, là-dessus. ouais, ouais. OK, on l'applique au succès. «Eh franchement les gars, je suis trop fier de mon travail, j'ai super bien réussi. Ouais mec, redescends». Versus: «Bah franchement, je sais pas trop ce que je fous là, ça a cartonné, C'est pas évident et puis comme tu le disais, il y a ce paradoxe, je trouve aussi, qui est que à la fois, il y a un vrai succès dont tu peux être fier, mais en même temps, la réalité, c'est que tu peux avoir des personnes qui sont tellement, enfin qui perdent tellement pied, face à l'image que ça représente, qui se rendent pas compte que tu restes un mec normal, pas Major Mouvement, mais Grégoire Gibault et qu'en fait, oui, tu as tes défauts, enfin voilà et même moi, si tu es à ma petite échelle, je m'en rends bien compte dans le domaine de l'entrepreneuriat où je parle beaucoup, où en fait, tu as des personnes, si tu veux, qui parfois viennent me voir, mais qui pensent que j'exagère en disant: «Je suis Dieu sur terre», mais j'ai toutes les réponses. mmh Bien sûr que non, mmh, si tu veux et donc c'est cet équilibre qui est un peu bizarre, quoi, mmh. parce que toi-même, tu sais que tu galères, que tu es fatigué et tout et en même temps, oui, ben, tu as de la valeur ajoutée, mais voilà. Donc Tu je vois sais très ouais. tu sais à quoi ça me fait penser? Je sais pas si tu les vois parfois justement,
ces petits comptes de mecs de 22 ans qui font à moitié du dev perso et qui Ouais, t'expliquent comment ils sont devenus milliardaires. je Et, vois très bien. et tu leur dis, mais mec, mais où tu vis? Enfin, alors, soit ils s'inventent complètement une vie, soit c'est un très riche héritier, mais c'est pas ça l'entrepreneuriat. Ah Arrêtez de non. véhiculer ça, ça ne marche pas. Vous allez faire des gens qui vont être très très malheureux en fait. Bah, malheureusement, il y en a beaucoup trop. Moi, je me bats un peu contre d'ailleurs, mais je trouve que c'est un vrai sujet. Un peu comme toi dans la santé, tu te bats contre les vendeurs de rêves qui te Mmh, disent, «Tu prends, telle pilule et puis tu as plus jamais mal au dos mmh, de ta vie». Dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même histoire, c'est quoi. C'est ça. le côté, fast success, Enfin, ça n'existe ça pas, en fait. n'existe pas. Et là où c'est dur, c'est que derrière ce côté dis-le, Fast success. voilà, celui-là, ce Il est pas mot-là, facile à il est dire. pas facile à dire. Certes, ça nuit aux entrepreneurs, mais ça nuit, je trouve, à la population générale parce qu'en fait, si tu agites à des gamins de 22 ans la possibilité qu'ils se fassent 10 cas par mois en travaillant 4 heures par semaine, ça rentre dans leur tête, hein. Mmh. Et quand ils vont aller, pointer dans un job où ils vont être payés 2 200 pour travailler 35 heures par semaine et un job qui les fait pas vibrer, je peux comprendre qu'au bout d'un mois, ils se disent: «Mah». C'est important pour toi justement de montrer que tu bosses dans le cadre de ton de tes activités sur les réseaux Je sociaux? te parlais, ouais, exactement, oui, des garde-fous, que j'ai. En fait, en réalité, si à l'époque, donc je travaille 4 jours par semaine, là, aujourd'hui encore, même si j'ai fait une période de pause, peut-être qu'on y reviendra si on a le temps, je bosse 2 jours par semaine au CAM. C'est un garde-fou pour moi, à plus d'un titre. La première, c'est que, de manière très égoïste, j'aime mon job, profondément. Le Aucune vidéo, aucune plateau télé, aucun livre que je pourrais réaliser ne remplacera la réalité de je suis en face d'un mec qui a mal au dos, qui arrive avec sa problématique de vie et là j'ai une responsabilité et là pour le coup, la responsabilité est à la taille de ce que je sais faire. Mmh. Et si elle n'est pas à la taille de ce que je sais faire, j'ai les outils pour le réorienter. Faire très simple, si jamais un mec au cours du bilan clinique, il me décrit un cancer des poumons, non, c'est pas un kiné qu'il faut. Par contre, j'ai le réseau pour lui dire: «OK, vous allez de manière Mmh. urgente voir tel médecin qui va vous aider». J'ai un vrai savoir-faire de ça, ce que Bien j'avais sûr. pas dans l'entrepreneuriat, que j'ai pas encore complètement. Le piège peut-être des réseaux sociaux, je sais pas si tu es passé par là, c'est qu'à force de raconter tes propres histoires, tu peux finir par y croire. Totalement. Il y a un piège là-dedans, hein. Bon, bah, si au bout d'un moment, je dis n'importe quoi, je prenais un tournant un peu bullshit qui dit: «Le mal de dos, il suffit de claquer des doigts, vous faites tel étirement et ça va aller mieux». Ah bah, quand tu retournes sur le terrain et que tu te rends compte que tu donnes tel étirement à Bernard qui a mal au dos depuis 52 ans, ça marche pas, Mais c'est pour ça que le terrain pour moi est clé parce qu'il te réancre en fait dans le réel. systématiquement. Tu es obligé. Donc c'est un garde-fou parce qu'il t'empêche. Mmh. Sur les réseaux sociaux, c'est pas la même économie que la santé, hein. Clairement. Donc aujourd'hui, moi, je me suis déconventionné parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de recevoir mes patients pendant 1 heure et demie. Or, quand on est conventionné, on est pris en charge par la sécurité sociale et c'est une demi heure. Mmh. Là où j'en suis d'un point de vue purement, kiné, j'ai quand même poussé le questionnement de la kiné assez loin et aujourd'hui, j'ai acquis quand même pas mal de connaissances et je ne peux plus faire de séances en une demi heure. C'est plus possible. En une demi heure, j'ai pas assez de data, j'ai pas assez de réponses. Il me faut beaucoup de tests, il me faut beaucoup d'écoute, il me faut beaucoup d'essais, d'erreurs. Ça me prend 45 minutes à 1 heure pour pouvoir trouver des éléments de réponse. En fait, aujourd'hui, j'ai plus envie de faire ça à 16,50 €, qui est le tarif de la sécu en France. Hors Paris ou parce que le loyer est tellement cher que les kinés ont une tolérance pour pouvoir augmenter leurs tarifs. Donc je me suis déconventionné. Ça me permet de continuer de progresser. En fait, j'ai beau lire certains articles, j'ai beau me mettre à jour, si tu les mets pas en place avec des patients et que, bah, parfois ça va marcher, parfois ça va réussir, mais en fait, il faut les faire 200, 300, 400 fois pour te dire: «Au fait, sur 400 fois, ça a foiré 380 fois. Je peux laisser tomber cette information. Ça a marché 150 fois. OK, bah, quels sont le contexte qui a fait que ça a marché 150 fois?» Par exemple, le dernier truc que j'ai appris récemment, ça peut peut-être parler, aux coureurs, c'est sur les douleurs de genoux. OK, bah, en fait, il y avait un outil qui était la mobilité de genou que j'avais complètement délaissé parce que je trouvais que c'était un peu bullshit. Et en fait, il me manquait un élément, c'était d'associer la mobilité de genou à la mobilité de hanche sur un exercice, malheureusement, je ne peux pas le décrire en podcast, de 90-90, 90-90. Et dans ces amplitudes-là, on peut mieux travailler les stabilisateurs de hanche. Technico-technique, hein. Mais en fait, si tu le bosses pas, tu peux pas le savoir. Donc en fait, j'ai ces garde-fous que j'ai grâce à mon métier. Ça m'est arrivé, je pense, à certains moments, d'avoir un comportement qui n'était pas approprié, d'avoir des exigences qui n'étaient pas appropriées. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas, un coup, il est 19h30, tu es fatigué, tu as passé toute la journée, au boulot, sur un tournage avec des grosses responsabilités
et tu rentres et tu as envie qu'un truc soit fait et tu as le ton qui va pas. Mmh. «Tu peux venir me chercher à la gare?» Non. Déjà, tu me demandes s'il te plaît. Ah oui, pardon, excuse-moi, en fait, j'avais complètement la tête dans le jus, j'ai oublié ma politesse. J'ai un comportement, je pense, fondamentalement de mec gentil, mais je pense comme n'importe quelle personne, quand je suis soumis à du stress, quand je suis soumis à de la fatigue, Normal. parfois la forme, elle peut y passer. Bah, bien sûr. Il y a un truc maintenant où je me connais, sur des tournages avec beaucoup d'intervenants, dès le matin, je briefe l'intégralité des équipes. C'est un truc que je fais. Je dis: «Bon, aujourd'hui, on a une très grosse journée. Je vous prierai de bien vouloir, si de temps en temps vous sentez que je vous parle mal, de me le dire. Greg ne me parle pas comme ça. On est d'égal à égal sur la forme dans laquelle on se parle. Je fais autant mon possible pour que j'ai toujours du respect dans ma voix, mais si jamais c'est pas le cas, vous avez le droit de me le dire.» Et je trouve que de désacraliser le fait que tu normalises le fait de parler comme du merde à tes équipes, en fait, ça te met dans une position, en fait, non, on est là pour passer une bonne journée. C'est très intéressant ce que tu dis, je trouve. Ce petit contexte, parce que je pense que avec l'image que tu as, la présence sur les réseaux sociaux, le fait que tu as l'air d'être un mec sympa, fait que ça brouille beaucoup les pistes, les gens ne savent pas forcément comment s'adresser à toi et donc leur donner ce guide, ça doit aider considérablement, quoi. Ça aide considérablement et Mmh. il y a aussi un piège quand tu as l'image d'un mec sympa, c'est que Et les les gens, écoutants. d'une certaine manière, seraient bien contents de te voir pas sympa. Mmh. Et ça, je le dis sur mes réseaux sociaux. Quand les gens me disent: «Ah mais tu as l'air toujours du bonne humeur», non, c'est pas vrai. Comme tout le monde, j'ai des journées de merde et quand j'ai des journées de merde, bah non, je serai pas forcément de bonne humeur et c'est OK, en fait. Maintenant, il y a une différence entre ne pas être de bonne humeur et être volontairement méchant. J'ai fait probablement l'un des tournages, les plus stressants sur le papier, qui était Le Meilleur Pâtissier, version, célébrité. J'ai gagné sur un flanc girafe. Putain, une équipe, ils bossent pendant 45 jours non-stop de 6 heures à 23 heures. C'est dur, c'est tendu, il faisait chaud. Ils se parlent comme à une famille. Mais comme à une famille, c'est vraiment ce mot-là. C'est-à-dire que parfois, tu vas avoir le ton qui va monter et juste derrière, la petite blague qui va désamorcer. Mmh. C'est tendu, c'est pas évident, mais c'est humain et il y a une vraie alchimie qui se crée. Pour revenir à tout ce qui s'est passé, sur les dernières années, tu as évoqué quand même un point important qui est le terrain et le fait qu'à un moment donné, tu l'as un peu suggéré, donc tu as changé, la manière dont tu travaillais en Ouais. tant que kiné, en tant que soignant et donc notamment, à un moment donné, donc tu as changé, ton prisme parce que tu es passé en haut dans le privé, et puis, tu as eu cette période quand même de coupure aussi à un moment donné dont on peut parler. Alors, tu as un peu sauté une étape, je vais y revenir juste après parce qu'en fait, tout est lié. Le deuxième livre sort. Au moment de la deuxième sortie du livre, je suis épuisé. Tu t'en rends compte? Oui, parce que tu vois, typiquement, là, je te parlais du fait que peut-être à certains moments, j'ai pu avoir un comportement un peu stressant et stressé avec les gens. J'ai d'autres signaux qui me ressemblent pas à ce moment-là. Mmh. La manière dont je me parle et surtout la manière dont je n'écoute plus. Un des signaux les plus forts, ça a été la perte de mon empathie. Quand les patients venaient me parler, dans ma tête, vraiment, la petite voix disait: «J'en ai plus rien à foutre». Tu peux plus recueillir en Je fait, n'étais plus en tu ouais, capacité. ouais. Je l'ai su plus tard que c'était un des signes précurseurs du burn-out. Tout de suite, je me dis: «Greg, il y a un truc qui ne va pas». Probablement là, je rentre dans le mur du marathon et tu comprends pas trop parce que les 27 bornes d'avant, tu les as bien encaissées et tu te dis: «Putain, il m'en reste encore 15 à sortir». À ce moment-là et sur une période d'1 an, 1 an et demi, C'est long 1 an et demi. ouais, c'est long. Il y a eu, le changement principal qui a été ma séparation. C'était qui j'étais, c'était ma définition, c'était la personne que j'avais projetée, la vie de famille que j'avais projetée et on a pris des directions différentes. Je c'est très personnel, donc tu peux totalement m'envoyer chier, mais est-ce que tu penses que le chemin que tu as pris de vie publique, d'un travail aussi intense, est-ce que tu penses que ça a contribué à votre séparation? Ce serait faux de dire que ça a pas contribué. J'ai évolué dans un sens, elle a évolué dans un autre sens et qu'à la fin, c'était plus compatible. J'ai perdu mes racines en perdant ça. Là, ce qui est difficile à ce moment-là, c'est que je baisse complètement ma garde et au début du podcast, je t'avais dit, j'avais cette naïveté qui a laissé de la place à des personnes malveillantes dans mon entourage. J'avais jamais eu ça de ma vie. On est tous à un moment donné malveillants pour quelqu'un, donc il y a toujours 2 versions à l'histoire. Mais j'ai eu des gens qui, volontairement et de manière régulière, ont voulu me faire du mal. Et ça, c'est quelque chose pour lequel je n'étais pas armé. Et tu as compris pourquoi? C'était pour en tirer profit ou c'était vraiment, purement En fait, malveillant? je crois que la métaphore aujourd'hui qui m'aide le plus, c'est de dire:
quand un serpent te mord, est-ce que tu vas essayer de l'attraper pour lui poser la question pourquoi il t'a mordu ou est-ce que tu vas essayer de te guérir? C'est un peu con, mais j'en suis là aujourd'hui. Mmh. Ce serait trop facile de dire c'était des gens jaloux qui étaient intéressés par mon succès. J'en sais rien. Et pour le coup, ça, ce serait vraiment genre j'ai pris la grosse tête, j'en sais rien. Mais il y a vraiment eu une volonté forte de me nuire. Et c'est là où j'ai appris des trucs sur moi, beaucoup plus que j'ai appris des trucs sur eux. Ce que j'ai appris sur moi, c'est que jusqu'à 36 ans dans ma vie, quand tu me bousculais ou quand tu me malmenais, la seule réponse que j'étais capable de fournir, c'est bah, regarde, je suis tout gentil. Pourquoi tu vas taper quelqu'un qui est gentil? J'ai appris à ce moment-là que j'étais un people pleaser. Mmh. Ma stratégie à moi pour obtenir ce que je veux, ce qui est une certaine forme d'égoïsme en fait, hein, c'est de faire plaisir aux gens. Parce que quand tu fais plaisir aux gens, bah, ils ont plus tendance à te filer ce que tu veux que quand tu les menaces. Bon, bah, d'autres sont des menaceurs. Et puis tu te sens plus aimé? À un moment donné où je découvre qu'une des personnes m'a fait du mal et que cette blessure, je peux la trimballer à vie, heureusement, j'appelle une psy. Là, j'étais KO debout. Plus de son, plus d'image, tu comprends pas ce qui se passe. Mais quand je te dis tu comprends pas ce qui se passe, c'est vraiment, tu perds la notion du temps, ton cerveau, il bloque et je suis en train de trembler et heureusement 3 semaines plus tôt, j'avais fait un podcast avec une psy où le courant était bien passé. Vraiment, c'était ça, hein, et j'avais son numéro et je lui envoie un texto en disant: «C'est urgent, il faut que je parle à quelqu'un». Elle me répond dans les 5 minutes, elle me dit: «J'ai un créneau à 15h». Je pense très honnêtement qu'à ce moment-là, elle m'a sauvé la vie. De 15h à 17h, on parle. À 17h30, je suis au poste de police et je porte plainte. Je passe de l'attitude de on t'attaque, tu es le gentil petit garçon, à on t'attaque, tu as des droits. Et si jamais quelqu'un a dépassé la loi pour t'attaquer, c'est lui qui est en tort. Sors ton bouclier et défends-toi. C'est pour ça que je te dis, je ne cherche pas à comprendre pourquoi ils m'ont attaqué. Aujourd'hui, je sais que si tu m'attaques et que je ne t'ai rien fait, ou rien de fait qui justifie cette amplitude d'attaque, je sors mon bouclier. D'une certaine manière, aujourd'hui, j'ai jamais subi de nouveau d'attaques aussi violentes. Mais maintenant, je sais que j'ai la possibilité de sortir une réponse proportionnelle à l'attaque qu'on me fait. Et que ma réponse n'est plus seulement je suis un gentil, arrête de me taper dessus. C'est ok, tu veux venir me chercher? Ben en fait, j'ai de quoi me défendre. Et j'ai de quoi te dire d'arrêter de m'attaquer immédiatement. Et une lettre d'avocat, ça marche très bien. C'est sûr. Et quelque part, c'est ça que j'ai appris en chemin peut-être. Mmh. De me dire, peut-être que tu peux appeler succès, mais derrière le succès, ça t'expose à des gens malveillants qui ont une stratégie pour te nuire qui leur appartient. Et qu'en fait, c'est à toi d'avoir une réponse stratégique pour te protéger qui t'appartient. Tu es responsable de toi-même. Je suis responsable de moi-même. Et aujourd'hui, je suis peut-être arrivé à un niveau de visibilité où en fait, il me faut, dans mon équipe, un avocat. Ou quand tu vas venir me faire chier, bonjour, c'est maître untel, vous avez fait ça et ça et ça. Merci de me mettre en contact avec votre avocat, de retirer le contenu, d'arrêter ce que vous êtes en train de faire, de rendre le matériel que vous avez volé. Le Non mec qui mais vide son sac. Parce que, écoute, on sait bien ce que t'as fait. Et je vais te dire, maître. Je déconne. non mais je vois complètement. Tu sais, nous, à notre échelle avec, ma boîte, Gemio, le au début, quand on était complètement inexistant, personne n'avait rien à foutre de nous, quoi, Ouais. globalement. Et puis quand tu commences à avoir de la visibilité, que tu commences à être un peu une menace, et ben là, on a commencé à avoir des lettres de grands groupes, donc ça fait assez peur, Mm. qui te disent: «Oui, ça, il faut pas le faire, ça, vous nous copiez» et cetera, alors que c'est totalement faux, évidemment. Et au début, un peu comme toi, on baissait la tête, quoi. Bah On se ouais. disait: «C'est des grands», limite tu te remets en question, tu vois? Tu Ouais, dis: «Ah ah mais oui. ils ont peut-être raison», Mm, tu vois? Puis au bout d'un moment, tu te dis: «Non mais attends, non seulement ils ont pas raison, mais en fait, c'est nous qui allons les contre-attaquer mm, parce que c'est eux mm, qui sont en train de nous copier», tu vois? c'est ça. Mais c'est vrai que ça met un peu de temps Et en quand fait, tu es naturel gentil. c'est Mmh. exactement ça. Et je pense que c'est une stratégie. Alors, j'ai pas eu ce que tu as eu. Mais je pense que quand un grand te met la pression, en fait, il cherche juste à asseoir son statut de grand. Il se dit, avec un Totalement. petit, il n'a Bah, pas d'expérience, je lui mets un peu de pression. Si je lui mets un peu de pression, il va c'est craquer. totalement Et il aura l'intimidation. pas les, c'est de l'intimidation, il n'aura pas les moyens d'aller voir un avocat, il n'aura pas le temps, il n'aura pas l'énergie, il va arrêter son truc. Ça a été très très dur. L'avocat, il te fait le bouclier. La psy, elle te dit comment tenir ton bouclier. Elle te montre une lumière au bout du tunnel. Elle te montre toutes les casseroles que tu trimbales pendant un moment. Mais en fait, au bout d'un moment, c'est à toi de faire le job de lâcher les casseroles. J'ai pas encore lâché toutes mes casseroles. Et j'accepte qu'il me faille du temps pour en arriver là. Si jamais je me remets encore un énième objectif, une énième vague, avec l'espoir que ce sera ça qui me rendra épanoui, j'aurai probablement exactement la même réponse. 2-3 jours d'euphorie, et ça redescend,
et ça recommence. Tu sais, il y a encore une phrase qui est toute bête, mais qui est: «Ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le chemin parcouru». Et Brad Pitt a ajouté un truc que je trouvais assez intéressant. Il dit: «C'est la compagnie au cours du chemin» et ça me plaît beaucoup plus, en fait, de me dire: «En gros, on est tous pareils. La destination, ce sera pas, le podcast de Pauline Léniaud. Désolé Pauline, mais tu vas crever comme tout le monde. Je le crains. Ce sera pas, un énième livre de Major Mouvement ou ce sera pas aligner mon podcast». C'est pas ça la destination. Mmh. C'est en fait ce moment-là que toi et moi on a. Ce moment où les gens nous écoutent de se dire: «En fait là, sur cette heure et demie de mon trajet au boulot dans le train, j'aurais juste passé un bon moment et ça je le prends. J'aurais eu du plaisir, ça m'aura bousculé, ça m'aura fait ressortir des émotions, des casseroles que je pensais pas traîner et putain en fait ce con il a mis un mot sur un truc que je pensais pas savoir, peut-être qu'il serait temps que je m'occupe de cette casserole». Le con c'est moi, hein. Je Je vous j'ai bien insulte pas compris. de con, je me permettrai pas. «Écoutez-moi, bien d'autres bande de gros nazes! Lâchez vos casseroles si vous êtes triste, arrêtez!» Non. Non, je pense qu'on peut pas trop se tromper quand on voit qu'on porte trop de casseroles, d'aller voir un psy. Je pense que quand la vie nous met des trucs vraiment durs dans les dents, et quand je dis vraiment dur, c'est toute proportion gardée, en fait. Un truc que je retrouve souvent chez mes patients, c'est qu'ils ne se sentent pas légitimes dans la difficulté qu'ils sont en train de traverser. Pour faire très simple, ils ont un divorce, ils, ne peuvent pas courir le 10 kilomètres de Paris et ils plongent. Ils disent: «Mais c'est complètement con, je vais quand même pas faire une dep ou je vais pas, une dépression et je vais quand même pas, broyer nuit noire seulement pour un petit truc». En fait, probablement que ce petit truc, c'est une vaguelette qui fait écho à un autre tsunami de ta vie et parfois tu le vois pas et parfois c'est un vrai tsunami qui te tombe sur la gueule. Donc je pense que c'est pas forcément la peine de chercher à savoir quel est le niveau de légitimité de la souffrance que tu traverses. Je pense par contre que si à chaque vaguelette de problème, tu les vis comme un tsunami, bah, tu peux te faire aider, tu peux te faire accompagner pour comprendre que ce ne sont que des vaguelettes. Je pense qu'il y a aussi certaines périodes de la vie qui sont des tunnels. Et ces tunnels, ils ont une fin, normalement. Même si c'est la pire des fins, ça a une fin. Et une autre phrase encore, tu sais, moi franchement, il y a des comptes dev perso qui sont pas si cons parce qu'ils t'aident au bon moment. Parfois, si dans ta vie, tu es dans le noir et dans un tunnel, tu peux avoir l'impression d'avoir été enterré alors que tu as été planté. Je l'aime bien celle-là. Et ça, je pense que ça résume assez bien ce que j'ai eu. J'ai eu 1 an et demi où en fait tu te dis: «Je me le suis créé ce propre tunnel». J'y suis allé tout seul, hein. Personne m'a obligé à créer Major Mouvement, personne m'a obligé à écrire les bouquins, personne m'a obligé à dire oui à toutes les sollicitations. Personne ne m'a obligé à accepter ces personnes toxiques dans mon entourage qui m'ont fait du mal. J'y suis allé tout seul, c'est ma responsabilité. Et bah, c'est peut-être de ma responsabilité de m'en sortir. Mmh. C'est de ma responsabilité de me dire: «OK, ça a été dur, qu'est-ce que j'ai appris?» C'est drôle parce que quand j'ai créé Major Mouvement, c'était surtout du mouvement physique et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, c'est ma vie qui est en mouvement. Il y a un cycle qui s'est terminé. Je ne changerai rien, j'aurais pas la possibilité de le changer. Mais aujourd'hui, je suis littéralement aligné avec qui je suis aujourd'hui parce que ce que j'ai traversé, les côtés positifs comme les côtés négatifs, m'ont construit en fait la personne que je suis aujourd'hui et qui est capable d'adapter à la situation en face de lui. Tu m'as posé la question sur la pause. La chance que j'ai eue dans mon parcours, c'est d'avoir un métier dans lequel je peux faire une pause. La chance que j'ai eue dans mon parcours, ça a été de m'encadrer des bonnes personnes dans la prod, dans l'encadrement pour faire en sorte que quand je leur dise: «Les gars, là, j'ai besoin de couper», ça continue de tourner. Ça tourne moins bien et tu as des moins bons résultats, mais en fait, tu te dis: «En fait, là, je peux pas le porter». Je suis plus en capacité de le porter. Je suis au 32e kilomètre, je peux pas porter ton sac à dos, en fait. Et au départ, tu te détestes, en fait, hein. À ce 32e kilomètre, quand ça devient trop dur et que tu as du mal à te trimballer et qu'avant, quand on te demandait de porter le sac à dos parce que tu es un people pleaser et que tu aimes bien faire plaisir aux gens, tu dis: «Pas de problème, je te le porte ton sac à dos». Et je Je te dis fais des blagues en et même je te fais temps. des blagues en même temps pour te cheerer. Sur cette pause-là, j'ai appris un truc dont j'avais besoin, c'était le rejet. Apprendre à dire non, quoi. Apprendre à dire non, apprendre à être rejeté, en fait. De dire, en fait:
Greg, peut-être qu'il a passé beaucoup de temps de sa vie à mettre un masque pour qu'on l'apprécie pour des raisons qui lui appartiennent. OK, bah, ça, tu le travailles avec le psy, on est tous différents. Ou des bretelles? Ou des bretelles. Qu'est-ce qui se passe quand je me fais rejeter? Qu'est-ce qui se passe quand je suis moi-même, quand je tombe le masque, que je me montre de mauvaise humeur, que je me montre de bonne humeur, que je fais ma blague que je trouvais drôle et elle est pas drôle, haha. Et de se dire: «Bon, bah, en fait, non, bah, j'ai pas fait marrer les gens m'ont pas apprécié, ils m'ont pas rappelé, je suis tout seul, parce que tout seul ça me va». Ouais, ça me va. J'ai la chance d'avoir un noyau dur d'amis que j'ai depuis des années et qui eux, que j'ai le masque ou que j'ai pas le masque, de toute façon, ils me connaissent avec et sans. Tu dirais que, cette évolution, et notamment cet apprentissage du rejet, t'a fait aussi changer ton comportement vis-à-vis, notamment de tes followers Ouais. sur les réseaux Ouais, sociaux ouais. et que tu te montres encore plus entier? Ouais. Ouais. Peut-être que le podcast aussi a un moyen, parce Ouais. que c'est un temps long, d'exprimer un peu plus tout ça? Oui à toutes ces réponses. Il y a 2 trucs, qui ont changé par rapport au rejet. Mes convictions écologiques ont changé entre-temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants, le livre de Jean Covici, des abonnements à des médias verts, de se dire typiquement avant, je m'étais dit: «Putain, c'est incroyable le papier d'examen qu'on consomme dans les tables de kiné, ce serait bien de prendre des serviettes pour que ce soit plus recyclable». Mmh. Ouais, sauf qu'en fait, la consommation en eau pour laver tes serviettes, elle vaut pas beaucoup mieux que, ton papier. Tu dis: «Ah bah mince, alors qu'est-ce qu'on peut faire?» En fait, tu te renseignes et tu te regardes que, bah, les plus gros dépenses, énergétiques par rapport à un métier de kiné, c'est l'isolation de ton bâtiment ou et comment est-ce que les gens viennent te voir? S'ils viennent te voir à vélo, c'est OK, s'ils viennent te voir en voiture, c'est pas ouf, s'ils viennent te voir en avion comme Bibi, c'est vraiment pas dingue. Et puis tu te poses la question, en fait, je suis en train depuis 2 ans de montrer une forme de fast life où je suis un jour à Paris, un jour à Toulouse, un jour à Lyon et que pour pouvoir faire rentrer tout ça, bah, parfois je prends l'avion sur un pauvre Toulouse-Lyon. Je dis: «En fait, non, ça marche pas, les comptes sont pas bons, Michel». Tu fais ton bilan carbone et tu dis: «Mmh, moi j'ai eu des changements, mais j'osais pas en parler». Parce que je sais qu'aujourd'hui, en fait, à partir du moment où tu commences à avoir un message un peu écologique, tu vas être le casse-couille de la table, en fait. Bon, bah, j'accepte d'être le casse-couille de la table. Maintenant, je suis un casse-couille plutôt modéré. Je peux pas te dire de pas prendre l'avion pour aller voir ta famille qui habite à 6 000 kilomètres, parce que ta famille est peut-être essentielle. Mais en vrai, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller une semaine à Punta Cana? Je suis pas sûr. Et que une semaine en Ardèche à faire du canoë, c'est aussi super cool. C'est chiant quand tu dis ça. Et j'accepte tous les contre-arguments de dire: «Oui, mais regarde, dans tel pays, ils font ceci, ils font dans ça, Mmh. ça». Je pense qu'à la fin de Ouais, la y a pas journée, tu le fais pas forcément pour la planète, tu le fais pour tes convictions personnelles. Et moi, à la fin de la journée, je me dis: «Si jamais demain mes gamins, ils me regardent dans les yeux en disant: "Papa, toutes les semaines, tu étais dans l'avion et tu montrais que tu étais à droite, à gauche", tu as contribué, tu as ta responsabilité. Tu avais la possibilité de faire venir et de véhiculer, des informations issues, de médias, verts et tu l'as pas fait». C'est Hugo Clément qui m'a dit ça. On n'a pas tous la même responsabilité, en fait, vis-à-vis de l'écologie. C'est probablement plus dur pour une infirmière qui vit en zone rurale. Sa tournée de d'hommes, elle va pas la faire à vélo. Son impact carbone, il est pas dingue. Major Mouvement qui va, aller décompresser pendant 2 jours, et aller se faire le spring break au Mexique et balancer des stories dans tous les sens sur des bateaux. Bah non, en fait. Parce que tu vas planter une graine dans la tête des gens de: «Si vous avez besoin de décompresser, prenez l'avion pour aller à l'autre bout du monde». C'est faux. Ça rend pas les gens plus heureux. Et donc ces fameux mecs de dev perso à 2 balles là qui, utilisent leur bucket list pour utiliser la planète comme si c'était, un fast travel. Tu vois? Par exemple, il y a un truc moi qui me sort de trucs, c'est quand les gens font des trends où ils sont à un endroit, ils clapent des mains et ils sont sur la plage. Ah oui. Arrêtez de faire ça. Vous avez pris l'avion pendant 8 heures en fait. Donc non, vous avez pas juste claqué des doigts. Faites un live de 8 heures pour Faites nous un live de montrer. 8 heures pendant l'avion en montrant que vous avez les pieds qui puent et que vous lâchez des proutes pas possibles à la sortie de l'aéroport. Montrez-moi ça. Il y a, aussi globalement, notamment sur YouTube, une montée ou une perte de la bienveillance. Ah bon? Tu Ouais, vois ça sur YouTube? ouais, dans les commentaires. Mais ça a toujours été un peu la Peut-être, ou guerre, j'étais non? peut-être naïf au possible, je les voyais pas, mais Mmh. ouais, ouais, je vois. Je Après, il y a aussi un sujet qui est que plus tu as de l'audience, forcément, plus tu as des Ouais, gens, des haters, quoi, tu ouais, vois? ouais, mais tu vois, je vais te donner un exemple très concret. Moi, je n'y arrive plus avec les commentaires qui sont homophobes, racistes, transphobes. Ça m'énerve. Mais genre, ça me fait dégoupiller. Et ben, c'est des gens, je les bloque. Je me dis: «Si jamais tu as ces valeurs-là, c'est pas mes valeurs, ben, en fait, ferme-la, tu n'auras plus accès à mon contenu». Mais tu raison. Mais attends, mais tu as des gens qui, sur ton compte, mettent ce genre de Quand j'ai commentaires? Ça a pas de annoncé que sens. j'avais la flamme olympique, j'ai fait un post, Ouais. OK? Et sur Instagram, mon post, il a fait un record d'audience, 110 000 likes, félicitations, trop bien. Sur YouTube, j'ai 10 des gens, alors ça reste que 10 des gens qui me disent: «Ah, enfin un homme blanc qui la porte».
Mmh. Je ne veux pas vous représenter. Mon authenticité aujourd'hui, c'est de ne plus tolérer des commentaires comme ça. Je ne veux plus leur laisser leur espace de parole. Ils font trop de mal. Ils divisent les gens. À une époque, on a plus besoin de s'unir. C'est des magos, ce que je veux dire, mais en fait, je ne veux plus aujourd'hui avoir des gens qui s'appuient sur mon Utilise discours, ta plateforme, quoi. utilisent ma plateforme Mmh. pour donner de l'image à leurs valeurs de merde. Je fais pas beaucoup de preuves de tolérance là-dessus, mais ça me saoule. Et en effet, ça explique aussi la sortie du podcast. C'est que aujourd'hui, je me sens peut-être encore un peu limité à parler que du corps. Conseils sur les tendinites, je les ai donnés depuis 5 ans. Peut-être qu'il y a encore des nouveaux abonnés qui ne les ont pas vus. OK, bah, allez-y, j'ai écrit 2 bouquins là-dessus, j'ai fait 25 vidéos sur la douleur de genou tendinite. En fait, j'ai plus envie de le faire. Et puis une fois de plus, mes connaissances ont évolué et cet aspect psychosocial sur la douleur a évolué et j'ai envie de prendre la parole là-dessus parce que ça parle aussi à beaucoup de gens et ça donne des outils à beaucoup de gens et ça permet de comprendre que oui, en fait, ton corps te parle, mais pas d'un point de vue bullshit, d'alignement de tes, de ta lune avec ton soleil, j'en sais rien, mais encore, Non, mais si vous attends, voulez, mais moi je trouve que ça n'a enfin, je me permets un commentaire, mais pour moi, c'est une évidence si tu veux et d'ailleurs, quand je t'avais invité sur le podcast la première fois, je me rappelle très bien que j'avais terminé l'interview en disant: «Bon, bah, au final, on n'a absolument pas parlé de kiné ouais, et de corps» parce qu'en fait, c'est pas ça ton sujet. Ton sujet, c'est le bien-être au global, c'est la transformation, c'est le fait d'évoluer, c'est le fait de se comprendre c'est ça, et donc c'est ça finalement, pour moi, tout l'intérêt de ce que tu fais honnêtement, au-delà exactement. de juste aider des gens, dans leur quotidien. Greg, on arrive non pas à la fin de ce podcast, mais à un Yes, moment important de ce vas-y, podcast, qui est mon crible, où je ouais, te pose des questions, qui sont les mêmes à chaque fois. OK, Tu as répondu à certaines la dernière fois, mais ça va être intéressant de comparer, ouais, justement. La première de ces questions, c'est: est-ce que tu as vécu, à un moment dans ta vie, un grand échec dont tu peux me parler et ouais, les enseignements que tu en as tirés? Tu en as parlé un peu dans le podcast là, ouais. mais si tu as un autre exemple, ou quelque chose de peut-être encore, plus prégnant comme un échec et pas juste un moment difficile, enfin, je dis juste, c'est pas pour le minimiser, mais juste, vraiment un moment où tu t'es senti raté. Il m'a fallu du temps pour le comprendre. J'ai un de mes, très bons amis qui s'appelle, Franz Sebader, qui, a un profil assez atypique où, je crois qu'il avait fait, je me demande si c'est pas Centrale, mais une grande école d'ingénieurs pour finalement il est martiniquais, pour finalement, rentrer en Martinique et développer en Martinique et globalement dans les DOM-TOM, hem, des solutions de transition écologique pour les sociétés. Et Franz, c'est quelqu'un qui est passionné par la culture indienne, par la médecine ayurvédique et aussi par la méditation. Cette histoire, elle remonte il y a 2 ans et j'étais au moment où, pour moi, le travail allait me sortir des vagues que j'étais en train de prendre. Un symptôme typique du burn-out. Exactement. On jouait à un jeu, alors j'ai plus le nom du jeu, mais c'était vraiment un jeu qui te poussait à te poser des questions sur tes objectifs de vie et ainsi de suite. Et le déroulement des questions avait donné la chose suivante, qui était de dire: «Qu'est-ce que tu cherches dans la vie?» «OK, à faire passer mon message». Donc posez-vous la question, on va le faire ensemble. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Faire passer mon message. OK, pourquoi? En l'occurrence, moi, pour que les gens bougent. OK, mais pourquoi pour que les gens bougent? Pour que les gens soient heureux. Très bien, OK. Pourquoi est-ce que tu veux que les gens soient heureux? Pour qu'ils soient heureux. OK. Là, j'arrivais à une impasse. 3 fois, il me pose la question, ça n'allait pas plus loin de pourquoi ils soient heureux. Comment tu t'y prends? Par le travail. OK. C'est quoi ton travail? Mais globalement, tout va dans le même sens. Faire les vidéos, tiens, c'est le travail, le travail, le travail. Et là, je m'étais senti en échec parce que je prenais conscience probablement pour la première fois que mon objectif et le moyen d'y arriver, c'était un loop. Je veux que les gens soient heureux, pour ça, il faut que je travaille. Pour que les gens soient heureux, pour ça, il faut que je travaille. Pour que les gens soient heureux. Mais en fait, je n'avais pas le pourquoi je veux que les gens soient heureux. Et parce que je n'avais pas le pourquoi je veux que les gens soient heureux, je n'avais pas le comment est-ce que je peux arrêter de travailler. Mmh. Et donc, il m'a fallu des années pour le comprendre. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que je veux que les gens soient heureux? C'est la question que j'allais te poser. Parce qu'en fait, quand j'ai grandi, je trouvais que mes parents étaient malheureux. Et donc, 35 ans plus tard, j'essaye de répondre à une problématique de gamin à l'échelle nationale. Ça n'a rien à voir, l'échelle est plus la même. Merci la psy. OK, une fois que tu comprends ça, bah, tu te dis: «Bah, merde en fait, en effet,
Je travaille plus parce que le truc que j'essaie de réparer n'est pas le bon. L'objectif n'est pas le bon. OK, est-ce qu'aujourd'hui, à 36 ans, il est encore temps d'essayer de rendre mon père, ma mère heureux? Bah, c'est autre chose et ça ne passera pas par le travail, ça passera par un coup de fil, par un déjeuner que tu pas envie d'avoir, une conversation que tu pas envie d'avoir. Je l'ai eu avec ma mère, je pourrais plus l'avoir avec mon père. Maintenant, une fois que tu as compris ça, tu te poses la question: «Bon, ben, si j'ai plus de raison de travailler, Qu'est-ce que je fais? qu'est-ce que je fous de ces millions d'abonnés? Qu'est-ce que je fous de ces projets de bouquins?» Ça, c'est difficile. J'avais perdu mon pourquoi, le fameux pourquoi de Simon Sinek. Je l'ai perdu. Et comment tu l'as retrouvé? Je sais pas encore complètement si je l'ai retrouvé. Je sais pas si j'ai envie de le retrouver tout de suite. Par contre, j'ai laissé de la place au fait que pendant un moment de ma vie, j'avais plus d'essence dans le moteur. Et ça, c'est très inconfortable parce que j'étais à 230 sur la voie de gauche, sur l'autoroute en mode, même si je me fais flasher, c'est pas grave. Même si je vais prendre des amendes, c'est pas grave, j'y vais. Tu sais, ça me rappelle ce que tu disais au début où tu disais, en gros: «Je suis un peu con, je me pose pas de C'est questions». exactement ça. Mais il y a un certain confort à pas se poser de questions. Ah ouais, Là, tu es dans la phase où tu acceptes de te les poser, tu pas de réponse. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu es dans la phase où, bah, j'ai été pendant trop longtemps à fond sur l'autoroute. Mmh. Je suis passé à 2 doigts du carton. Heureusement, une psy m'a aidé. Mais là, par contre, elle te dit: «On s'arrête maintenant. On s'arrête. Tu as encore un tout petit peu d'essence dans le moteur qui te permet de faire le minimum pour que ta boîte et tes projets tournent, parce que tu as quand même fait pas mal de chemin. Ce serait dommage, de tout, laisser tomber, de tout gâcher et vraiment, on va prendre le temps de s'arrêter, de regarder ce qui se passe». Et ça, c'est très inconfortable. Les choses ne se font plus, tu te reconnais plus, tes réflexes, ils marchent plus parce que quand tu mets des coups de volant sur un moteur arrêté, il se passe rien, hein. Quand tu appuies sur la pédale sur un moteur qui est arrêté, il se passe rien. Donc ça, c'est très compliqué parce que pendant 5 ans, tu as été habitué à mettre des coups de volant, à avoir des coups de pédale. Et puis finalement, bizarrement, tu commences à apprécier. Et j'ai eu un moment donné, je te parle de ça, là, ça recommence à être plus clair pour moi. Novembre 2023, ça recommence à être un peu plus précis, tu commences à te reposer. De juin à novembre, le moment où je fais ma pause, j'arrête le cab en juin, je me fais attaquer par ces personnes entre avril et juin. Entre avril et juin, j'ai pas de souvenir. Je regarde des photos, j'ai pas l'impression que c'est moi. Ce qui est assez paradoxalement, entre avril et juin, je le sais parce que j'ai des vidéos de moi, c'était le moment où j'étais au plus haut pic de Major Mouvement. Je fais ma conférence à l'OMS, je vais à l'Assemblée nationale pour parler de la santé, sur les réseaux sociaux. Le livre, cartonne, je passe le 1 000 000 d'abonnés sur YouTube, mais à l'intérieur, je suis misérable. De juin à juillet, je suis avec les enfants et je crois que s'il y a un truc qui trompe pas quand même, ça reste la temporalité des enfants. Là, j'ai des vrais souvenirs concrets grâce à eux. Parce que là, tu peux pas mentir, tu peux pas te cacher. Là, en fait, là, pour le coup, c'est pas une question de people pleaser, en fait. Tu as 2 enfants et ils te ramènent à l'essentiel. Et pour ça, j'ai énormément de gratitude pour eux. On n'en parle pas probablement parce que c'est la chose la plus importante pour moi et qu'elle est tellement importante, elle est tellement évidente que je les protège et que du coup, j'en parle pas, mais c'est pas parce que j'en parle pas que j'y pense pas. À ce moment-là, je médite, je dors, j'arrive pas à faire du sport, mais je dors beaucoup. Je dors 12 heures par nuit. Et je me réveille et je suis fatigué. Et quand je me regarde dans le miroir, j'ai pris 15 ans. J'ai pris le temps de rien. Vraiment. Je me suis baladé, j'ai marché, j'ai réfléchi. Pas de contrainte. Zéro, que dalle. Alors je me suis forcé, je me suis contraint à méditer, je me suis contraint à lire, à laisser mon téléphone loin de moi en me disant non, en fait, mec, laisse-toi le temps. Puis il y a même aussi, je trouve, un certain plaisir, bien-être à être dans la simplicité Ah oui, pure. ah Moi, oui. je sais que parmi mes meilleurs moments un peu en post, je sais pas si j'étais 100 en burn-out, tu vois? Mais vraiment pas bien, c'est quand on est parti avec mon mari au fin fond, de la Grèce sur une île complètement paumée, qui est juste, du sable, des cailloux et du vent et on était mais littéralement dans une case qui Mmh, nous coûtait, mais 30 € la nuit mmh, si tu veux. Il y avait rien, il mmh, y avait pas de télé, il y avait pas mmh. de téléphone, on n'avait pas pris nos ordi, on est parti 2 semaines, mais j'en garde un souvenir incroyable parce qu'en fait, tu te dis: «Je peux être heureux même là» Oui, c'est exactement ça. et ça, c'est important. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais, partez en Ardèche, avec un kayak, parce qu'en Mmh. fait, si tu es heureux en kayak, en Ardèche, tu te rends compte que la plupart du temps, tu es en train de t'emmerder avec beaucoup de superflu. Si tu crois que ça te rend heureux, ça te crée des contraintes. Si au départ, j'ai construit Major Mouvement pour essayer peut-être de rendre mes parents heureux de manière indirecte, bah, il y a eu un bénéfice collatéral, c'est que j'ai rendu des gens qui n'étaient pas mes parents heureux. Et peut-être juste ça, ça me suffit. Et quand je vois mon podcast numéro 1, quand j'ai dit:
je m'en fous. C'est dans le sens où je suis très content pour les gens et ça me suffit. Mais ça ne valide pas la personne que je suis de la même manière que si ça avait été un échec, ça n'invalide pas la personne que je suis. Parce qu'en fait, mon plaisir à moi, il est d'un peu de enregistrer un podcast, ça a été trop cool. Les équipes avec qui je les ai faites, ça a été trop cool. Cette journée de tournage a été trop cool. J'ai aimé le déjeuner que j'ai eu avec Guillaume, qui produit mon podcast. Ça a été trop bien, en fait. Mais probablement, en plus, ce qui fait qu'il a plu, c'est parce qu'il t'a plu à toi d'abord. Je pense aussi. Mais je trouve que je me permets un jugement peut-être, mais je trouve que dans ton cheminement personnel, c'est justement parfaitement aligné, sans jeu de mots, au sens où tu as été dans cette course en avant un peu frénétique, avec les réseaux sociaux frénétiques type Instagram, les shorts sur YouTube, etc. Et là, tu es en train d'aller un peu plus sur un temps d'équilibre et de temps long, quoi. Et le podcast, même si tu es sur un format plus court que le mien, c'est exactement ça. C'est le temps de la réflexion, c'est le temps long, c'est le temps de la nuance, comme tu le dis. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que je t'ai posé la question de l'équilibre. Ce fameux truc qui m'animait, donc je n'avais pas compris. Et j'ai compris un truc essentiel. Si tu regardes un mec sur un fil, tu sais, là, les funambules, c'est ça? Funambule, ouais. En fait, il est pas stable en permanence. L'équilibre, c'est d'accepter de temps en temps d'avoir un pas complètement dans le vide, le corps Mmh. complètement dans l'autre, pour se rattraper. Putain, cette image, je me dis: «Mais en fait, Elle est c'est ça que géniale, j'ai ouais. eu». Ouais. J'ai été à un moment donné complètement déséquilibre, mais ça a été ce grand mouvement de balancier dans un sens, qui m'a permis de mettre un mouvement de balancier dans l'autre sens, qui m'a permis de revenir au centre et ouais, en effet, aligné. En fait, tu étais déjà déséquilibré et tu as eu besoin d'un rééquilibrage, au final. Et que si jamais j'étais pas allé sur cette corde, j'aurais jamais eu ce chemin de vie et je serais pas la personne que je suis aujourd'hui, mais le fait est que j'y suis allé, Et heureusement, tu es pas tombé. pour l'instant. Deuxième question pour toi, je l'aime bien. Qu'est-ce que tu trouves beau? Qu'est-ce que tu trouves beau, soit au sens, vraiment physique, tu vois? Ou d'un point de vue métaphorique? Je crois que ce que je trouve beau, c'est con, mais c'est le sourire de mes enfants. En fait, quand je les vois sourire, ils ont nos yeux, à mon ex-femme et à moi, et je vois toute la joie de tout l'amour qu'on s'est donné à un moment donné, qui restera avec eux toute leur vie. C'est une belle réponse. Je te remercie. À l'inverse, qu'est-ce qui t'irrite? Qu'est-ce qui t'énerve? Qu'est-ce que, tu pas observer? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu trouves laid, peut-être? Ça peut être aussi au sens, tu vois, purement esthétique. Mmh, la panna cotta, je trouve ça dégueulasse. Je trouve Pas que bon, c'est OK. non, 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 Oh là là, dégueulasse. mais C'est-à-dire vraiment, je peux pas te laisser dire ça, c'est c tellement c bon la panna ouais, cotta. alors on va y venir parce qu'il y a un vrai sujet sur la panna cotta. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour qu'à un moment donné, au restaurant, vous décidiez de choisir la panna cotta? C'est le dessert le plus fade de la terre. En bouche, tu as l'impression que Ah quelqu'un là t'a là. vomi dans la bouche, l'a mis au congélateur et t'a l'a refermé dans la bouche. Ça a pas de goût, ça a pas de saveur. On est obligé de mettre du coulis de n'importe quel goût très, très fort pour en donner de la saveur. Non, vraiment, si vous prenez de la panna cotta au restaurant, vous avez loupé votre vie. On saura qu'il ne faut pas prendre de la panna cotta, en tout cas quand on est à tes Voilà, ça, côtés. c'est très, très grave. Et ce que je n'aime pas dans la vie, c'est l'intolérance. Voilà. Et les paradoxes. Je n'aime pas les Ouais, paradoxes. c'est ça. Et Je puis n'aime pas la et puis les gens dualité. qui changent d'avis aussi, Voilà, je peut-être. n'aime pas les gens qui changent d'avis. Très bien. Je n'aime pas les gens qui ont des convictions très, très fortes sans aucune raison réfléchie. Donc au final, t'aimes bien la panna cotta, quoi? Peut-être. Faut que tu goûtes. Non, mais je goûte, mais à chaque fois, ça a le goût de la déception que la vie m'offre. Pourquoi j'ai pas pris un cheesecake, un fondant au chocolat? Faire les choses pour de vrai, quoi. Vivre à fond. Mais tu sais quoi? La prochaine fois, on ira au resto, je prendrai une panna cotta et comme ça, tu pourras tester ta tolérance vis-à-vis de moi. Tu seras déçu. Ce que j'aime pas, c'est la bêtise, la méchanceté gratuite, le fait de vouloir rabaisser les autres pour se sentir un peu rehaussé et de ne pas prendre le temps d'écouter l'autre. On a beaucoup d'espace pour leur laisser la parole à eux Et ils prennent de et l'espace. ils prennent de l'espace et plus on leur donne de l'espace et plus ils en prennent. Et les messages, négatifs et critiques sont plus amplifiés en Oui. général, notamment sur les réseaux sociaux, que les messages positifs. Moi, j'en suis Franchement, arrivé à un point où j'ai pas trop de problème avec la critique. J'ai un problème avec la bêtise. mmh, De celui qui ne va pas écouter, qui va s'arrêter à un titre à la 3 premières secondes et donner son avis. mmh. Ferme-la, en fait. Écoute, plus que tu ne parles. Une fois de plus, et ça revient à la deuxième chose, acceptons la dualité. Acceptons le paradoxe Et la et complexité. la complexité des choses. Mmh. Si certaines choses sont simples, alors traitons-les de manière simple. Si elles sont complexes, prenons le temps de les traiter de manière complexe. Vous ne pourrez pas traiter un problème complexe avec des informations simples et avec des solutions simples. Ça ne marche pas.
Et les réseaux sociaux aujourd'hui, malheureusement, nous font croire l'inverse. Que les choses sont simples, c'est faux. Donc si vous trouvez qu'un truc est simple, écoutons. Et si ça veut dire ne rien dire, ça veut dire ne rien dire. Tu vois, je me suis longtemps posé la question, imagine demain, on me pose une question complexe sur des sujets complexes. Ma réponse sera: «Je ne sais pas». Je trouve qu'on ne dit pas assez ou on n'entend pas assez: «Je ne sais pas». Et puis il y a pas de vérité unique aussi peut-être, enfin, tu vois? Bah, écoute, merci pour la réflexion. Je pense qu'elle parlera à beaucoup de gens dans cette audience parce qu'en réalité, la raison pour laquelle beaucoup de personnes écoutent des podcasts, on en revient toujours à ça, c'est parce que ce format, je trouve, laisse le temps de la réflexion et ce que j'aime, moi, c'est le déroulé d'une réflexion. C'est ça que j'apprécie dans un podcast. Moi aussi. C'est quand tu donnes une réponse, c'est pas vraiment une réponse, il y a pas de Il y a réponse, pas de réponse. c'est une réflexion, C'est ça, littéralement. c'est ça. Et je trouve qu'il y a une forme d'honnêteté de Mmh. se dire: «Pauline, elle a cartonné, elle a réussi à faire ceci, elle a réussi à faire cela et je la prends comme modèle» et ça me rassure de voir que Pauline, elle a quasiment les mêmes doutes que moi et ça l'a pas empêchée d'avancer. Est-ce qu'il y a une croyance, ou une opinion que tu as et tu constates qu'elle est controversée, qu'elle n'est pas acceptée par le grand public ou en tout cas, elle n'est pas commune dans le grand public? À la lueur de tout ce qu'on s'est dit, le questionnement que j'ai, ce serait peut-être sur la bienveillance. C'est une valeur que j'ai incarnée, que parfois on m'attribue, mais qui est très fragile. C'est qu'il y a des situations où c'est compliqué d'être bienveillant. Il y a des situations où la personne en face de toi ne te permet pas d'être bienveillant. Il y a des situations où la personne en face de toi mériterait que tu sois bienveillant avec elle et tu n'y arrives pas. Et je pense qu'il ne faut pas confondre la bienveillance, la complaisance, une forme de volonté d'aider la personne et parfois pour pouvoir aider la personne, il faut être capable de lui dire ce qu'elle a besoin d'entendre. Si on prend 3 cas de figure, quand la psy m'a sauvé, si elle m'avait dit ce que j'aurais voulu entendre à ce moment-là: «Oh mais Grégoire, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer et puis tu vas voir que tu vas être bien gentil avec les personnes qui t'ont attaqué, ils vont arrêter de t'attaquer». Ah ça m'aurait bien plu qu'elle m'ait dit ça. Parce que ça aurait été rentré dans ma logique de people pleaser de: «Regarde, en fait, si tu es gentil, ils vont arrêter». La raison pour laquelle il lui a fallu 2 heures pour me dire: «Là, va porter plainte», c'est qu'elle m'a dit: «En fait, là, ta bienveillance ne marchera pas». Il y a des situations qui sont complexes et il y a des situations où il y a besoin de prise de décision rapide. Il y a des situations qui sont tendues avec des responsabilités qui sont fortes et quand dans ton élément, dans ton équipe, il y a quelqu'un où tu as beau lui expliquer 25 fois gentiment qu'il ne comprend pas, bah, peut-être qu'il est temps de le sortir de ton équipe. C'est Et pas puis tr on peut pas changer les et gens. on peut pas changer les gens et c'est Mmh. pas très bienveillant de dire à quelqu'un: «Je me sépare de toi». Non, mais c'est honnête. Moi, tu vois, maintenant, je suis moins dans la recherche de la bienveillance et plus dans la recherche de la vérité. Ce qui Mmh, est loin d'être facile parce qu'en mmh fait, c'est quoi la vérité? Mais, je pense que c'est un bon guide. et je pense qu'aussi, c'est je te parle, il y a des situations de crise, en fait et dans les situations de crise, c'est difficile d'être très bienveillant. À l'inverse, il y a des périodes qui sont pas des périodes de crise et peut-être que là, c'est des moments où on peut un peu se lâcher la grappe et on peut tous en Mmh. profiter. C'est pas toujours un avantage pour les gens de les brosser dans le sens du poil et leur dire que tout ce qu'ils font, c'est génial parce qu'ils n'y croient pas. Et puis ça les fait pas Ça les fait progresser, pas ça les fait progresser. ouais. Donc je pense que ça, c'est de l'humain qui est pas facile à trouver et très honnêtement, j'en suis arrivé au stade de me dire: «Je n'ai pas les capacités de management pour manager des équipes». À un moment donné, j'ai voulu monter une boîte de prod, ça n'a pas marché et donc j'en suis arrivé à un stade où, bah, aujourd'hui, mes monteurs, c'est des freelances qui ont les mêmes valeurs que moi, qui aiment charbonner quand il Mmh. faut charbonner, quand il faut bosser à 2 heures du matin. Les mecs, ils sont câblés pour ça. Bah, tu as appris à te connaître et tu as appris à connaître aussi tes limites, quoi. C'est ça Mmh. et aujourd'hui, si je devais faire une formation en management, ça me prendrait trop de temps. Est-ce que, Greg, pour terminer, il y a un livre, ou un objet culturel, ça peut être un film, une musique, enfin franchement ce que tu veux, mais qui t'a, touché à un moment dans ta vie, qui t'a transformé, qui t'a fait réfléchir, qui t'a tu vois, qui t'a touché au cœur? Plein. Alors le problème, c'est que j'en ai besoin d'un ou 2. Allez, je vais prendre le dernier en date. C'est, Anatomie d'une chute. Tu l'as vu ou pas? J'ai adoré. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était d'une finesse, Exactement. Alors, je suis désolé, spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. et je me permets de dire, par rapport à notre conversation sur la vérité et sur le fait que la Exactement, complexité est en fait intrinsèque à nos vies, c'est quand même assez fort. exactement et Mmh. c'est pour ça que je voulais peut-être finir là-dessus. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille de le regarder et d'avancer, allez, j'en ai pour 3 minutes. Vous avancez de Vas-y. 3 minutes le podcast et on se retrouve dans 3 minutes. Si vous l'avez vu et tu as très bien dit, ce que j'ai aimé dans ce film, c'est qu'en fait et c'est l'avocat qui le dit: «Ne laissons pas
les silences la place à notre imagination. Ce film ne fait que t'amener dans une direction, il pourrait te laisser croire que, mais à chaque fois ne fait que s'arrêter aux faits. On pourrait croire à cette période où les violences faites aux femmes, c'est un tel sujet. Ah tiens, c'est un film qui va nous montrer l'inverse. Cette fois, c'est une femme qui va tuer son mari. Ah, alors à ce moment-là, ça va être dans l'actu. Non, pas du tout. C'est pas ça le sujet. Ah tiens, il y a un enfant qui souffre de handicap. Ah bah si on parle de handicap, ça va être dans le pathos. Non, pas du tout. En fait, le gamin, il est brillant, il est parfaitement adapté à son handicap. Ça fait partie de la trame du film, mais c'est pas un sujet. Ah tiens, je suis dans une région où financièrement, ils ont pas réussi. Ça va être un drame social sur les difficultés pour les enseignants et ceux qui écrivent des livres avec un débat gauche-droite de l'équilibre de l'argent dans le couple. Non, c'est pas ça le sujet. Et la fin, c'est ça. Tiens, c'est peut-être une histoire d'amour entre l'avocat et elle lui tient juste le visage, elle ne l'embrasse pas. Et cet avocat de la défense, pour le coup, qui est génial, je connais pas le nom de l'acteur, mais il est brillantissime, parce que tu bois toutes ces paroles, il te les raconte, t'as trop envie d'y croire à tout ce qu'il te croit. Mais derrière, il y a rien. Il dépasse la vérité, parce qu'en fait, systématiquement, il te dit, en fait, il y a des faits, et derrière, ton cerveau, il peut raconter tout ce qu'il veut. Et aujourd'hui, je trouve qu'il n'a jamais autant résonné qu'en 2024, puisqu'on nourrit et on est abreuvé d'imaginaire en permanence. Et notre cerveau est tellement stimulé qu'il y a tellement de trucs sur lesquels, en fait, il peut laisser voguer un imaginaire, quel qu'il soit, en fonction de nos croyances, de nos lectures, de nos suites, qu'en fait, c'est difficile juste de le ramener au fait de dire, en fait, les faits sont juste ça, et je m'arrête à ça. C'est très, très compliqué. Et ce film, il est d'une finesse pour ça, parce qu'en fait, il y a plein de messages un peu cachés. Enfin, il y a plein de messages un peu cachés. Il y a plein de graines qui t'amènent vers le fait qu'elle soit allemande. Bah, en tant que Français, en fait, on a plein d'imaginaires sur les Allemands. Le fait qu'il y ait la barrière de la langue fait que ça soulève plein de trucs. Il y a On un donne truc envie de le revoir. on a non, il y a un truc que je trouve absolument génial. Alors ça, c'est là où le niveau de brillance du truc. Le psychiatre qui prend la parole sur le mari. Au départ, il est psychiatre et il parle de faits. Et juste après, il parle dans des interprétations. Et l'avocat, tu sais comment il l'appelle? Psychanalyste. Ah, j'avais pas noté le point. Le niveau de connaissance qu'il faut avoir pour se dire un psychiatre peut être un psychanalyste, mais la version d'un psychiatre n'est pas la version d'un psychanalyste. C'est brillant. Ça se joue sur un mot. Bah, c'est un film sur les histoires qu'on se raconte et ce que je trouve assez choquant et en même temps, très, très, très interpellant, c'est que donc la victime, en l'occurrence, est la première personne qui se raconte ses histoires et c'est auto-convaincu par ses histoires et c'est fou et ça en revient à ce que tu disais toi-même. On est les premiers à croire nos propres histoires, Je l'avais pas cette version, c'est vrai, tu as raison. tu vois? Et moi, ça m'a beaucoup marqué quand tu écoutes le discours de cet homme, il est convaincu de ce qu'il dit. Alors que, comme tu dis, c'est une interprétation qui en plus est fausse. Il est convaincu, il arrive à convaincre son psychanalyste. C'est intéressant. Ouais. Et il se positionne comme une victime. Et ça, souvent, c'est un signe quand même. Quand on se victimise trop, ça veut dire qu'on se raconte une histoire en général pour se protéger. Ça me donne envie de le revoir. Il est bien. Hein. Il est génial. Il est long en plus. Ouais, c'est bien. Écoute, Greg, je te remercie 1000 fois parce que tu as partagé beaucoup de choses très personnelles. Tu vois, j'ai enregistré une première version de ce podcast avec toi il y a 10 jours et j'ai appris des choses. Je pense qu'on a bien fait de le réenregistrer. Pour les personnes qui nous écoutent, qui ne te suivent pas, évidemment, allez sur le compte Major Mouvement, sur YouTube, sur Instagram, mais surtout allez écouter le podcast. Donc c'est aligné, c'est sur toutes les plateformes. Et pour terminer, je sais que la bienveillance, maintenant, c'est un sujet sur lequel tu réfléchis, qui est en tout cas plus si simple pour toi, peut-être plus aussi, on va dire, binaire. Mais quand même, je t'engage à rester le Greg qu'on connaît, souriant, bienveillant, entier, sincère, parce que c'est ça qu'on aime. Et je pense que c'est cette sincérité, justement, qui a fait ton succès. Donc, voilà, j'ai envie de te dire, garde quand même un tout petit peu de ta naïveté. Ça, je vais le garder. Je pense que, tu vois, je vais finir là-dessus. C'est plus facile d'être bienveillant et c'est plus facile d'être sincère quand ça va bien que quand ça va pas bien. Et aujourd'hui, ouais, je peux te le dire, même si j'ai encore quelques casseroles, je suis sorti du tunnel. Ce qui me permet de me repositionner des questions, de repartir sur d'autres projets dans lesquels je sais que je vais m'épanouir, mais j'aurais plus la même volonté sur l'accomplissement des projets. J'aurais juste, viens, on est là et c'est cool ce qu'on fait. Merci Pauline, c'était trop bien. Merci à toi.